Et aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Michel Spiro, qui est directeur de recherche émérite et qui a été président du conseil du CERN il y a quelques années, et qui est donc de formation polytechnicien, a été ingénieur ensuite au CEA. Il a été directeur notamment de l'Institut national de physique nucléaire, l'IN2P3, au début des années 2000, avant d'être président du conseil du CERN. Il est aujourd'hui président de la Société française de physique, avec laquelle nous avons un partenariat depuis cette année pour les conférences de l'IPR. Et donc il va vous dire quelques mots sur la Société française de physique. Est-ce que Daniel, tu veux dire un mot aussi ? Est-ce qu'on peut passer à l'autre écran ? Bonjour. Cette conférence est la première sous le double chapeau IPR, Société française de physique. Donc, il est tout à fait approprié d'inviter Michel Spiro, qui est l'actuel président de la Société française de physique, qui va vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Mais adhérez tous à la Société française de physique. Merci. Je peux avoir le micro, là ? Non, ça devrait marcher. Voilà. Merci de l'invitation. Merci beaucoup aussi des quelques mots que vous avez mis en introduction. Ma conférence va porter, comme c'est indiqué, sur le CERN, le LHC, la découverte du boson de Higgs, une aventure scientifique mondialisée hors norme pour un bien commun, la connaissance. Un modèle pour les grands défis mondiaux. Rien que le titre, ça vous fait penser à effectivement une science qui est très collaborative. Et je me retrouve très à l'aise à la Société française de physique parce qu'on essaye de promouvoir les mêmes valeurs, je reviendrai sur ces valeurs, qui sont sous-jacentes au modèle du CERN dont je vous parlerai et qui permettent de se sentir comme une communauté solidaire ayant des objectifs, un idéal commun. Et je pense que pour ceux qui sont à la Société française de physique ou ceux qui voudraient y adhérer, c'est un peu ça qu'on voudrait leur offrir, la capacité de se sentir membre d'une communauté ayant des valeurs partagées. C'est ce qui nous permet de nous réunir, de prendre des positions sur les problèmes connectés à la physique, que ce soit l'énergie, le climat, l'enseignement de la physique, la valorisation de la formation par la recherche, la place des femmes en physique, toutes sortes de problèmes pour lesquels une approche collaborative et basée sur des valeurs communes est importante. Donc, même si mon exposé sera bien sûr sur le CERN et la découverte du boson de Higgs et le bien commun qui est la connaissance comme un modèle pour les grands défis mondiaux, derrière, vous pouvez vous dire que les valeurs de la Société française de physique sont très présentes. Je vous invite à aller sur le site d'ailleurs de la Société française de physique. Vous trouverez toutes ces valeurs mentionnées, toutes les prises de position, et également d'un clic, vous pouvez y adhérer si vous n'êtes pas encore membre. Après cette introduction, donc, je vous montre, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous montre ici le site du CERN, là où se trouve l'accélérateur, même si les utilisateurs, comme je vais le dire, sont répartis sur la planète entière. Donc c'est un site exceptionnel et c'est aussi un réseau exceptionnel. Le site, donc j'appelle ça le Seigneur des Anneaux, le LHC, et bien sûr la communauté qui travaille autour, c'est la communauté de l'anneau. Vous voyez ici le Mont Blanc, vous voyez ici le lac Léman, la ville de Genève, l'aéroport, et en jaune le tracé de la machine au sol, mais en fait elle est enterrée à peu près à 100 mètres sous terre. Elle lèche l'aéroport de Genève, et elle lèche en premier plan le Jura. C'est une aventure déjà de très longue haleine. Pour construire ça, d'abord l'idée même du LHC pour découvrir le boson de Higgs est apparue au début des années 80, 1984 disons, conçu en 84. Ça a été approuvé de manière formelle par le Conseil du CERN, donc les États membres de l'organisation internationale, en 1994. D'ailleurs à l'époque c'était Hubert Curien qui présidait le Conseil du CERN. Et les premières collisions ont eu lieu en 2010. Là c'était moi qui présidais le Conseil du CERN. Et à la moitié de l'énergie nominale, c'est une énergie de 4 téraélectronvolts. Alors je vais revenir là-dessus. On accélère des protons qui tournent dans un sens et qui tournent dans l'autre et qui se collisionnent en les 4 points cardinaux de cet anneau. L'énergie à laquelle on les accélère, c'est de l'ordre de 4 téraélectronvolts. Maintenant, on a doublé l'énergie en 2015.
on est pratiquement à 7 téraélectronvolts, et ça va tourner comme ça jusqu'à 2035. Donc vous voyez que c'est une aventure de très longue haleine. Je reviens sur le... ça va m'empoisonner sans arrêt. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour enlever ça. Bon. Il va revenir sans arrêt, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour l'enlever. Ah si, attendez, ce que je vais faire, je vais me déconnecter une seconde. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un téraélectronvolt ? Un électronvolt, c'est l'énergie qu'acquiert un électron dans une différence de potentiel d'un volt, donc une petite pile. Un téraélectronvolt, c'est 1000 milliards d'électronvolts. Il y a le GeV qui est le gigaélectronvolt, c'est le milliard d'électronvolts, et le téraélectronvolt, c'est 10 puissance 12, c'est 1000 milliards d'électronvolts. C'est l'énergie d'un moustique en vol. Alors on pourrait se dire c'est pas grand-chose. Mais en fait, il y a 1 million de milliards de protons qui tournent dans la machine, et là, si vous mettez 1 million de milliards de moustiques ou de téraélectronvolts, vous arrivez à l'énergie d'un TGV ou d'un Airbus pratiquement. Et quand on perd le faisceau, on a intérêt à le perdre de manière contrôlée, parce que sinon il traverse la machine, éventuellement les détecteurs, et c'est un véritable chalumeau. Donc il faut s'en débarrasser. Tous les jours, on s'en débarrasse pour réalimenter la machine, et on fait ça dans des blocs de cuivre entourés de béton et refroidis avec de l'eau, avec beaucoup d'eau. Donc, comme je vous le disais, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est le plus grand anneau au monde. Il a été conçu pour essayer de trouver ce boson de Higgs, dont on savait qu'il devait avoir une masse inférieure à 1 téraélectronvolt. Ça, c'est par la relation E égale mc2 d'Einstein. On peut parler d'énergie pour la masse. Et donc, une masse inférieure à 1 téraélectronvolt, comme on avait une énergie dans le centre de masse de 14 téraélectronvolts, de 8 en 2010 et de 14 en 2015, mais de 8 en 2010, on savait qu'on devait pouvoir le trouver. Effectivement, on l'a trouvé en 2012, s'il existait, ou bien, s'il n'existait pas, pouvoir dire que la théorie qu'on avait n'était pas la bonne. C'était en fait la pierre angulaire de ce qu'on appelle le modèle standard de la théorie de la physique des particules. Et donc j'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit, d'être président au démarrage de cette machine, et je l'étais encore au moment de la découverte du boson de Higgs en 2012. Les utilisateurs, donc ça nous a permis d'atteindre un nouveau palier de la connaissance. Maintenant, cette théorie de la physique des particules, le modèle standard, est bien établi. La dernière pièce, comme je vous l'ai dit, la pièce angulaire, a été découverte en 2012. Et on commence d'ailleurs à s'interroger, est-ce que ce palier de la connaissance va rester avec nous pendant très longtemps ? Ou bien est-ce que maintenant qu'on a doublé l'énergie du LHC et qu'on va le faire tourner jusqu'en 2035, est-ce qu'on commencera, à partir de ce palier-là, de trouver une nouvelle fenêtre sur l'infiniment petit qui nous permettrait d'aller au-delà du modèle standard ? Je vous montrerai qu'il y a encore des grandes questions qui ne sont pas résolues, mais ce n'est pas sûr que ces questions soient solubles d'une part par le LHC en tournant jusqu'en 2035. Ce n'est pas clair si on aura une nouvelle fenêtre sur la physique au-delà du modèle standard. Et du coup, on s'interroge sur l'avenir de la discipline. Quelle machine on pourrait construire après le LHC ? Est-on sûr qu'on verra le palier suivant apparaître ? Donc la communauté de l'anneau, donc le CERN, c'est un grand laboratoire qui se trouve sur cet endroit-là. Les locaux sont ici, il y a à peu près 3000 personnes au CERN. Ce sont elles qui ont été responsables de la construction et de l'opération de cette grande machine, qui est donc dans un tunnel, vous la voyez ici. Ça, ce que vous voyez ici, c'est la partie cryogénique, donc ce qui contient l'hélium superfluide qui refroidit l'anneau dans lequel circulent les protons. Et vous avez des aimants supraconducteurs qui guident les particules sur ce cercle, et vous avez des cavités accélératrices qui permettent d'accélérer les particules, les protons, pour atteindre les téraélectronvolts dont j'ai parlé. Évidemment, tout ça est masqué à l'intérieur de ce grand tuyau où baigne l'hélium superfluide. Donc cette machine a été réalisée par le personnel du CERN de manière un peu industrielle, si je puis dire. C'est une organisation très centralisée parce qu'il suffit qu'un élément ne marche pas pour que l'ensemble de l'accélérateur ne marche pas. Par contre, les détecteurs, là où ont lieu les collisions, c'est un peu la vision augmentée, si vous voulez, qui permet de voir les collisions. Le LHC, on peut le voir comme une lampe qui éclaire les collisions, qui réalise les collisions, qui prépare l'état. Et les grands détecteurs que vous voyez ici, là vous voyez la taille d'une personne, ça c'est le détecteur Atlas, le détecteur LHCb qui essaie de voir les différences de comportement entre la matière et l'antimatière. Atlas par contre a réussi à voit tous les aspects des collisions,
et a réussi à découvrir le boson de Higgs. CMS aussi, c'est un peu un détecteur complémentaire de celui d'Atlas, mais avec les mêmes buts de physique. ALICE, par contre, regarde les collisions plomb-plomb, parce qu'on peut accélérer aussi du plomb et faire des collisions plomb-plomb qui représentent un peu l'univers lorsqu'il était une soupe de quarks, de gluons, de protons et de neutrons. Eh bien, ces détecteurs ont été construits par la communauté mondiale de la physique des particules, 10 000 physiciens et chercheurs, ingénieurs, répartis dans 400 laboratoires dans le monde entier, sur un mode très collaboratif. Chacun a apporté une brique de ces éléments-là pour construire ces grands yeux que sont ces grands détecteurs, qui voient chacune des collisions. Je vous montrerai des images. Évidemment, ce côté collaboratif est plus acceptable pour les grands détecteurs parce que s'il y a des éléments qui ne marchent pas, ça fait des petites zones d'ombre, mais ça n'empêche pas que tout le reste puisse marcher. Et donc là, on est un peu en parallèle, on fait fonctionner l'ensemble du détecteur en mode parallèle. Et donc c'est plus propice à un mode collaboratif du monde entier que l'accélérateur lui-même, qui lui est en série. Et donc s'il y a un élément qui ne marche pas, plus rien ne marche. Voilà, donc 10 000 utilisateurs, la communauté de l'anneau, et puis le Seigneur des Anneaux, qui est donc cette grande machine. Encore une fois, je vous remontre ça de manière symbolique. Avant d'arriver à accélérer les protons dans le LHC à 4 téraélectronvolts, ou maintenant 7, on part d'une cascade d'accélérateurs. On part d'une bouteille d'hydrogène, qui permet de séparer les électrons des protons. Donc les protons vont être injectés dans une première machine qu'on appelle le booster, qui monte jusqu'à 2 milliards d'électronvolts de GeV, et qui tient dans cette pièce. Ensuite, on va dans une machine qui fait 600 mètres de circonférence, qui est le synchrotron à protons, qui a été la machine du CERN des années 70, et qui monte déjà jusqu'à 26 gigaélectronvolts, 26 milliards d'électronvolts. Ensuite, on va dans la machine qu'on appelle le SPS, qui a été la machine des années 80 et 90, qui fait 7 km de circonférence, et qui monte les protons jusqu'à 400 milliards d'électronvolts, 400 GeV, et là on injecte dans un sens et dans l'autre, par deux sorties, les protons en sens inverse les uns des autres. On les accélère jusqu'à 4 téraélectronvolts en 2010 et maintenant 7 téraélectronvolts depuis 2015. Et ils sont dans deux tubes séparés qui viennent se rencontrer aux 4 endroits cardinaux dont je vous ai parlé, avec les deux grandes expériences Atlas et CMS que vous voyez ici, qu'on appelle généralistes, alors que LHCb se focalise sur la production de particules et d'antiparticules, et que ALICE regarde des collisions plomb-plomb. Voilà, donc vous voyez un peu ces détecteurs qui sont très compliqués, je vous remontrerai ça. Pour faire donc tout ça, on a dû s'appuyer sur une organisation internationale qui est le CERN, dont je vous ai dit que je vais vous parler du modèle du CERN, qui a été conçu dans les années 50, juste après la guerre, avec une convention. C'était un peu les mêmes visionnaires qu'à l'époque de la construction européenne, mais c'est venu avant la communauté européenne, avant la communauté du charbon de l'acier. C'était avec 4 buts qui sont inscrits dans la convention. Évidemment, un but de recherche qui est le plus important, un but d'innovation, et dès le départ, c'était marqué innovation sans secret, et pas de l'innovation militaire. Innovation sans secret, pas de brevet. Donc c'est le modèle, déjà à l'époque, le modèle un peu des logiciels libres, si vous voulez, construction par ajout des apports de chacun, et sans possibilité de se targuer d'un brevet lorsqu'on utilise l'avancée globale, même si à partir de là, on peut faire des choses, à partir des innovations du CERN, on peut construire une économie, mais pas la partie qui est innovée par le CERN. L'éducation, et puis Sciences pour la paix, rassemblée par-delà les frontières, par-delà les couleurs de peau, par-delà les différences culturelles, les différences de religion. Et je vais aller en sens inverse. Je redis ces 4 missions, repousser les frontières de la connaissance, les secrets du Big Bang, à quoi ressemblait la matière dans les tout premiers instants de l'univers. Je vous ai parlé des collisions plomb-plomb. Développer de nouvelles technologies. Alors évidemment, les technologies, c'est essentiellement celles de l'information. Le web est né au CERN, c'est pas par hasard. Il a été rendu immédiatement gratuit, alors qu'il y avait déjà Hewlett-Packard qui était sur le chemin de déposer un brevet sur une licence sur le concept des sites, des serveurs web. Ça a été rendu accessible gratuitement à la planète entière. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la grille de calcul, c'est-à-dire le calcul intensif réparti sur la planète entière dans les 400 laboratoires qui sont mis en réseau. Bien sûr, l'imagerie,
et donc et le traitement et les accélérateurs, donc imagerie et de particules accélérateurs, ça fait penser tout de suite à la médecine avec les diagnostics et la thérapie. Former les scientifiques et les ingénieurs de demain, et enfin, comme je vous l'ai dit, rassembler des personnes de différentes nations et cultures. Et je vais aller en sens inverse et là, vous parler de ces 4 missions, en commençant par le rassembler. Rassembler, donc le CERN, comme je vous l'ai dit, a été créé en 1954. À l'époque, c'était 12 États européens. C'était la reconstruction de l'Europe dévastée après la guerre. C'était déjà un premier acte de science pour la paix, puisque l'Allemagne était réintégrée dans le jeu des puissances européennes de l'Ouest, avec l'Angleterre, la France et la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc. Non, pas le Luxembourg. Petit à petit, ça s'est augmenté et le CERN est maintenant un ensemble concentrique que je vais vous décrire. Il y a ce qu'on appelle les États membres, ceux qui mettent dans le pot commun en fonction proportionnellement à leur produit intérieur brut. Et ce pot commun sert à construire la machine, comme je vous l'ai dit. Ils se mettent ensemble pour définir la stratégie, décider donc de la machine, décider du programme scientifique, nommer le directeur général et son équipe de direction, et encadrer donc tous les 3000 personnes qui sont des personnels permanents ou temporaires localisés sur le site du CERN à Genève. Donc c'était reconstruire l'Europe et pouvoir rivaliser avec les USA et l'URSS, qui étaient les 2 puissances dominantes à l'époque, et notamment dans la physique de l'infiniment petit. Donc les cercles concentriques, je vais vous les décrire. D'abord, un petit mot sur le budget du CERN. Donc 2300 permanents, 1400 qui sont du personnel qui est payé par le CERN, mais sur des bases temporaires, soit ingénieurs, soit scientifiques, venant des États membres, et qui retournent ensuite dans les États membres. Et 12 000 scientifiques, comme je vous l'ai dit, du monde entier. Le budget est à peu près 1 milliard de francs suisses par an. C'est à peu près équivalent à 1 milliard d'euros par an. La communauté européenne contribue elle aussi à peu près à 10% de ce budget. Sinon, ce sont les États membres à travers une contribution proportionnelle au produit intérieur brut. Voilà donc la communauté de l'anneau. Comment elle est connectée au CERN. Alors d'abord, il y a en blanc, ce sont les pays qui n'ont aucune connexion avec le CERN, essentiellement l'Afrique. En rouge, ce sont les pays qui n'ont que des utilisateurs, c'est-à-dire qui ont contribué à apporter une brique dans les grands détecteurs que je vous ai montrés tout à l'heure, et qui donc envoient des gens au CERN pour participer aux grandes expériences et faire l'analyse des données. Donc ils ont essentiellement des accords de coopération avec le CERN. En vert, ce sont les pays qui non seulement ont contribué aux détecteurs, mais ont des communautés qui participent à construire les détecteurs et à utiliser les données et à les analyser, mais qui ont aussi contribué à construire la machine LHC à travers des apports en nature, c'est-à-dire contribuant à construire des aimants ou bien des cavités accélératrices. Donc là, vous avez l'Inde, le Japon, la Russie, les États-Unis, et qui ont donc un statut d'observateur au CERN lorsqu'on parle du LHC. En bleu ciel, la Turquie et le Pakistan, ce cercle est en train de s'augmenter. Vous avez ce qu'on appelle les États associés qui contribuent à 10% au pot commun, en plus d'avoir des accords de coopération, d'avoir des chercheurs, d'avoir contribué à construire la machine LHC. Ils contribuent au pot commun à hauteur de 10% de ce qu'ils contribueraient s'ils étaient membres. Ils peuvent donc participer aux séances du Conseil du CERN, mais ils n'ont pas le droit de vote. Et enfin, en bleu, vous avez donc ceux qui ont des utilisateurs, qui ont contribué au détecteur, qui ont mis dans le pot commun et définissent la stratégie et votent sur toutes les décisions importantes du CERN. Vous voyez que dans ces pays, vous retrouvez, c'est quand même, quand je vous ai dit que les Allemands avaient été réintégrés déjà à la fondation du CERN, maintenant vous trouvez l'Inde, le Pakistan ensemble, vous trouvez des Israéliens, et le dernier accord de coopération qui a été signé récemment par le CERN, c'est avec l'autorité palestinienne pour accueillir des étudiants et des chercheurs palestiniens. Donc vous avez vraiment toute la planète qui travaille ensemble. Donc c'est ce que j'ai appelé la communauté de l'anneau. Ça, c'était l'état au 12 janvier 2016. Ça ne cesse de se fortifier. Le principe, donc, c'est comme je vous l'ai dit, un pot commun. Il n'y a pas de principe de juste retour. Les appels d'offres sont faits au mieux 10 ans, c'est-à-dire qu'on garde, c'est même pas au moins 10 ans, c'est au mieux 10 ans.
on regarde le rapport qualité-sur-prix, et certains pays tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres. C'est comme ça. On s'assure, par contre, pour qu'un pays puisse faire un accord de coopération ou bien devenir membre, encore a fortiori, qu'il a la communauté et l'infrastructure qui lui permettent de bénéficier d'un retour du CERN à travers une industrie et des scientifiques qui soient à la hauteur de ce qui se passe au CERN. Donc l'organisation de l'organisation internationale, du CERN lui-même, la partie qui est à Genève, les 3000 personnes. Donc il y a un conseil du CERN, celui que j'ai eu l'honneur de présider de 2010 à 2012, avec siégeant autour de la table les États membres qui sont représentés par 2 personnes, un ambassadeur en général et un scientifique. Il est entouré d'un comité des finances, avec un représentant du ministère des Finances, et d'un comité scientifique qui donne son avis aussi sur tous les sujets à l'agenda du CERN, qui est nommé sur la base du mérite. Comme je vous l'ai dit, le Conseil du CERN nomme le directeur général et son exécutif, donc tout le staff de direction, et puis le staff lui-même, donc les 3000 personnes, sont réparties en départements, départements de cryogénie, de mécanique, des accélérateurs, de physique, etc. La sécurité, bien sûr, est à part, et c'est la priorité des priorités. Et donc c'est ça qui a construit le tunnel avec la machine qui est dedans. Les expériences, donc je vous montre comment Atlas. Alors je vous ai montré. Est-ce que vous avez. Je ne vous ai pas montré les grandes expériences. Hein. Non, on les a vues tout à l'heure. Les expériences sont organisées sur un modèle collaboratif. Donc sont élus par l'expérience Atlas qui a 3000 personnes et 120 laboratoires, avec un accord entre les différentes agences qui gèrent ces laboratoires, un accord qui est signé avec le CERN aussi. Cette collaboration a un système où chaque laboratoire est représenté et ils votent pour le porte-parole régulièrement et pour toutes les institutions, toutes les entités dont ils ont besoin pour construire et ensuite faire fonctionner cette grande expérience. Donc vous avez un executive board avec des responsables de chacun des sous-ensembles des détecteurs. Comme je vous l'ai dit, le porte-parole est élu, donc ça c'était en 2003, depuis ça a évolué. Là, en fait, vous pouvez voir par exemple en 2003, au début, la porte-parole de la physique était Fabiola Gianotti, une femme, qui est devenue ensuite porte-parole de l'expérience en 2010 et qui est maintenant directrice générale du CERN. Donc vous voyez qu'à travers ces systèmes collaboratifs, vous avez aussi une promotion, une reconnaissance au mérite. La hiérarchie est très plate, c'est un peu comme à la Société française de physique. Tout le monde là-dedans peut s'adresser directement au porte-parole. Moi, les 3000 adhérents de la SFP peuvent s'adresser à moi directement aussi. Les intermédiaires ne sont pas forcément nécessaires. Donc c'est cette collaboration qui a construit cet énorme détecteur. Donc vous voyez une petite personne qui est ici, hein, Atlas, que vous avez vu au tout début. Ça, c'est en phase de construction, c'est le grand aimant qui permet de dévier les particules et de les imager. Après, c'est rempli de détecteurs qui vont imager chacune des particules. Ça, c'était au moment de la construction, de l'assemblage, avant que le détecteur interne rentre à l'intérieur du grand aimant. C'est un toroïde avec ses 8 bobines. Les activités, donc j'ai décrit un peu comment c'était organisé. C'est la partie Sciences pour la paix, modèle du CERN et de la collaboration, articulation entre l'organisation internationale et les collaborations. Et on pourrait dire la science collaborative et la science dirigée. Les activités de formation, donc le CERN fait des activités de formation à tous les niveaux, des jeunes chercheurs, des scientifiques confirmés, des étudiants. Il y a des écoles qui sont faites en Amérique latine et en Asie. Les professeurs de physique, il y en a une centaine maintenant de Français qui viennent dans leur langue suivre des cours sur la physique et la physique des particules au CERN, mais il y en a de tous les pays. Et puis il y a des visiteurs, maintenant on a à peu près, je vous invite à visiter le CERN, 100 000 visiteurs par an. C'est probablement en Europe le plus grand lieu de tourisme scientifique qui existe. Au monde, non, parce qu'au monde, la NASA fait mieux avec Cap Kennedy, l'ancien Cap Canaveral, qui atteint, je crois, le 1 million de visiteurs par an. Les technologies, donc, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois des technologies d'accélérateur, d'imagerie, voilà des collisions proton-proton ou LHC, où on voit chacune des particules, et de traitement des données. Je vous avais parlé du web,
également la grille de calcul, donc celle qui permet de, c'est un peu l'ancêtre du cloud computing, qui permet de mettre ensemble tous les ordinateurs de tous les laboratoires pour en faire un supercalculateur qui est une toile d'araignée de tous les calculateurs qui utilisent les données du LHC, au point qu'on ne sait pas où se trouvent les données, ni où se fait le calcul, qu'on soit en Inde, aux États-Unis ou au CERN. C'est transparent et chaque utilisateur a accès à la même puissance de calcul et à toutes les données réparties dans le monde entier. Alors, en quoi les accélérateurs concernent-ils la médecine? Vous avez dû entendre parler de la protonthérapie qui permet de traiter des tumeurs dans les yeux, là où les bistouris ont du mal à quand même accéder. Maintenant, on essaie de traiter des tumeurs dans le cerveau en envoyant des faisceaux, notamment de protons ou bien de carbone, qui viennent déposer toute leur énergie à l'endroit. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. À l'endroit où est localisée la tumeur. Ça permet aussi, l'imagerie des particules permet d'imager le corps humain avec une précision incroyable et notamment trouver des tumeurs. Et bien sûr, quand on va faire de l'hadrothérapie, on va essayer de combiner l'accélérateur avec une imagerie de l'endroit où se trouve la tumeur pour faire arrêter le faisceau exactement à l'endroit de la tumeur. Ce modèle d'innovation ouverte a stimulé énormément de découvertes. Les premiers écrans tactiles sont nés dans les années 70 au CERN. Ils ont été disponibles de partout, hein, on voit ça partout maintenant. Le web, comme je vous l'ai dit, est né au CERN en 90. Les logiciels libres, le CERN était une des forces motrices dans les logiciels libres. C'est un modèle pour l'innovation ouverte. Les simulations, donc les logiciels simulation rayonnement matière détecteur en logiciel libre, c'est le CERN qui en a la responsabilité au niveau mondial. Les caméras d'imagerie positron-électron, les IRM avec des grands aimants. L'innovation ouverte donc basée sur les logiciels libres mais pour de la circuiterie électronique. Le modèle des publications gratuites, donc le CERN a mis ensemble toutes les agences du monde entier pour la physique des particules et a renversé le paradigme de publication, puisque ce sont ces agences qui mettent de l'argent au CERN, qui négocient avec les éditeurs, qui ensuite vont faire leur boulot. Les collaborations vont choisir leur éditeur, les éditeurs vont faire leur boulot de peer review, donc de revue des papiers soumis et à la fin publier les papiers, et ces papiers sont disponibles gratuitement dans toutes les universités du monde entier. Donc l'ensemble des papiers publiés par le LHC, par la physique des particules, est sur ce modèle renversé, où c'est en amont les agences qui se mettent d'accord à travers le CERN, qui négocient avec les éditeurs font leur travail d'éditeur, et les papiers, par contre, sont disponibles gratuitement en Afrique, dans toutes les universités du monde entier. L'accès aux données, alors ça c'est plus compliqué, on essaye, là les astronomes sont allés plus vite et plus loin que nous, on essaie de mettre les données du LHC en accès libre pour tout utilisateur, mais le problème c'est qu'il faut donner quand même la recette si on veut éviter qu'ils sortent n'importe quoi de l'utilisation de ces données. Et donc c'est tout un travail qui est en cours et qui se fait d'ailleurs en liaison avec les lycées du monde entier, puisqu'on essaie de donner la possibilité dans les lycées de rechercher le boson de Higgs. Ça a été fait pendant la recherche du boson de Higgs, à travers des systèmes un peu compliqués qui permettent à des élèves, à des étudiants d'accéder aux données. Des outils collaboratifs mondiaux de gestion de projet pour gérer le LHC et qu'on sache tout ce qu'on a besoin de savoir sur la machine, sur les détecteurs. C'est avec des morceaux qui viennent du monde entier, ça a donné lieu à la création d'outils collaboratifs tout à fait originaux. Je vous ai parlé de la grille de calcul, l'ancêtre du cloud computing. Et moi, j'avais demandé à l'OCDE, qui l'a fait d'ailleurs, d'analyser un peu ce mode d'innovation stimulé par le CERN. Et on a un rapport de l'OCDE qui montre que ce système d'innovation accélère beaucoup plus la croissance que le système basé sur les brevets et les licences privatives qui freinent la diffusion des découvertes dans le monde. D'ailleurs, petit à petit, les industriels y viennent, puisque maintenant Airbus et Boeing commencent à trouver que peut-être que pour résoudre certains problèmes, au lieu de le faire séparément, il vaut mieux le faire ensemble, et même solliciter les citoyens qui souvent sont plus imaginatifs que les personnels payés par ces deux compagnies. Je vous ai dit qu'on faisait visiter le CERN par 100 000 visiteurs par an. On le fait aussi par les enfants venant des classes primaires. Et on leur demande à la fin de faire un petit dessin et d'écrire une légende sur ce qu'ils ont écouté. C'est d'ailleurs ce que je vais vous raconter dans un instant, la science qu'on fait au CERN.
Et voilà un dessin. On a des milliers de dessins comme ça. Moi, j'en ai fait un livre à partir de ça. On a sélectionné les meilleurs dessins et les meilleures questions. Et j'ai fait des réponses de l'autre. Sur la page de gauche, on a un dessin d'enfant et une question d'enfant. Sur la page de droite, j'ai essayé de concocter une réponse, ouverte en général d'ailleurs, et puis une citation d'un philosophe ou d'un poète. Et c'est mis à la disposition des enseignants en CM1, CM2 et des élèves. Donc vous voyez ici, un physicien cherche le pourquoi du pourquoi. Effectivement, c'est une quête quasiment sans fin, hein, l'infiniment petit, c'est un peu comme l'infiniment grand. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on atteint un nouveau palier de la connaissance, il y a des nouvelles questions qui se posent et qu'on est toujours en train de chercher le pourquoi du pourquoi. Plutôt que le pourquoi du pourquoi, c'est plutôt le comment du comment. Voilà donc les premières collisions en 2010 au CERN, proton-proton. Ça ne vous étonne pas qu'on s'intéresse à l'état de l'univers au moment du Big Bang. On a l'impression d'un mini Big Bang quand on voit ces milliers de particules qui sortent d'une collision proton-proton. Je vous montre une collision plomb-plomb. Alors là, c'est vraiment le feu d'artifice, hein, partant de la collision plomb-plomb et l'imagerie de toutes les traces. Donc ça, c'était en 2010. Et comme je vous l'ai dit, en 2012, juillet 2012, le 4 juillet 2012, je me rappelle bien de ça, on a organisé dans l'amphithéâtre du CERN une rencontre des grandes expériences sur l'état de leur recherche de la particule du boson de Higgs, qui était donc la particule clé que l'on voulait absolument trouver, ou bien montrer qu'elle n'existait pas. Donc on a annoncé dans le grand amphi du CERN, et il y avait une queue pour entrer dans l'amphi. À partir de minuit, il y avait déjà une queue de 300 jeunes qui voulaient rentrer, qui prenaient leur marque pour pouvoir rentrer dans l'amphi, un peu comme un concert de rockstar. Et pourtant, c'était webcasté dans le monde entier et dans toutes les salles du CERN. Donc c'était la découverte de l'anneau, de la communauté de l'anneau. Hein. Les expériences du CERN observent une particule dont les caractéristiques sont compatibles avec celles du boson de Higgs. Donc vous voyez qu'ici, on est dans un modèle collaboratif pour un bien public mondial qui est la connaissance, hein, essayer de trouver une nouvelle particule, le boson de Higgs. Ça a été annoncé aux journalistes. On pensait que ça resterait discret parce que c'est quand même assez abstrait. Hein. Je vais revenir sur la signification que ça a. Et à notre grande surprise, il y a eu une appétence fantastique dans le monde entier, que ce soit en Inde, au Brésil, d'ailleurs qui l'ont couvert plus qu'en France, et dans les pays émergents ont eu plus d'appétit encore que les pays développés pour cette découverte. 1 milliard de personnes, on l'a estimé, ont été exposées à la découverte du boson de Higgs. Pourtant, découverte, comme je vous l'ai dit, encore assez abstraite, mais ils ont perçu ça comme la découverte d'un nouveau continent, un nouveau continent de la connaissance. C'était ce nouveau palier de la connaissance dont je vous ai parlé. Comment c'était annoncé? Alors voilà, on a montré des images comme ça. Il y a à peu près 1 milliard de collisions par seconde. Hein. Je vous ai dit qu'il y a 1 million de milliards de particules dans le LHC. Elles se collisionnent en permanence et le faisceau disparaît au bout d'une journée. Donc il y a à peu près 1 milliard de collisions par seconde. Et au bout d'une journée, vous avez déjà 10% de l'intensité qui a disparu à cause des collisions. Et donc là, on se débarrasse du faisceau et on en remet un nouveau. Et on avait observé une centaine de collisions seulement sur ces milliards de collisions par seconde, et c'était au bout de 3 ans, qui manifestaient notamment, quelques centaines, l'indication qu'on avait peut-être découvert le boson de Higgs. Le boson de Higgs, on ne le voit pas directement. Hein. Ce qu'on voit, c'est ce produit de désintégration. Il se désintègre très vite dans le tube à vide lui-même. Et là, il donnait 2 photons, c'est gamma-gamma. Donc on avait des collisions avec 2 photons, et on reconstitue la masse de la particule parente de ces 2 photons. Je vous avais dit que le modèle standard, la théorie de la physique des particules, avait besoin de l'existence du boson de Higgs, sinon quand on calcule les processus avec ce modèle standard, on aboutit à des incohérences mathématiques, c'est-à-dire des probabilités qui deviennent plus grandes que 1, ou bien des infinis qui apparaissent dans les calculs. Et il fallait pour cela qu'existe cette particule spéciale qui a un spin 0, ce qu'on appelle un scalaire. C'est la seule qui a cette caractéristique-là. Et elle devait avoir une masse inférieure à 1 téraélectronvolt. C'est pour ça que le LHC avait été accepté. Mais on ne savait pas quelle serait la masse. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On reconstitue la masse parente de ces 2 photons et on fait le spectre, l'histogramme de toutes les masses de ces particules parentes de 2 photons dans toutes les collisions où il y a 2 photons qui apparaissent. Et on voit un spectre continu qui va de 0 il s'étend jusqu'à pratiquement 1 téraélectronvolt. Ce spectre continu est bien reproduit par le modèle standard, c'est la ligne jaune que vous voyez ici.
qui repasse bien à travers les points, c'est lié au fait que vous pouvez avoir des productions de 2 photons sans passer par le boson de Higgs, mais simplement par des processus de collision quark-antiquark qui donnent un fond continu de masse invariante correspondant à ces 2 photons. Mais si le boson de Higgs existe, on savait qu'il devait y avoir une bosse qui venait se superposer à ce spectre continu, et le modèle standard pouvait prédire la forme de la bosse à condition qu'on lui dise à quelle masse se trouvait le boson de Higgs. Et là, vous voyez qu'il y a un excès à 125 GeV, et si le boson de Higgs a une masse de 125 GeV, à ce moment-là, le modèle standard vous dit qu'il doit y avoir une bosse qui passe exactement par les points qui indiquent cette bosse. Cette bosse est significative par rapport à un fond continu, et elle est bien reproduite par le modèle standard si le boson de Higgs a 125 GeV. Ça, c'était vu par CMS, une des 2 expériences, et Atlas, vous voyez exactement le même type de bosse au même endroit. Et en plus, dans les 2 expériences, il commençait à peine à deviner également un autre canal, qui est un canal où on produit 4 particules, c'est-à-dire 4 électrons, ou bien 2 électrons de 2 muons, ou bien 4 muons. Et ça donnait aussi un pic dans la masse de ces 4 électrons, 4 muons, ou 2 électrons de muons, qui était aussi à 125 GeV. Même si ce pic était avait beaucoup moins de statistiques que le pic en gamma-gamma. Et donc on pouvait montrer, c'était Atlas qui l'avait fait, mais CMS montrait la même chose, que la probabilité que ce soit des fluctuations du fond malheureuses qui aient simulé complètement le boson de Higgs, c'était une malchance sur 1 milliard. Donc on était vraiment sûr qu'on avait découvert une nouvelle particule, et elle semblait avoir déjà les caractéristiques attendues du boson de Higgs, puisque ça passe exactement par les points prédits si la masse du boson de Higgs était 125 GeV. Et donc c'était réellement un nouveau palier de la connaissance, comme je vous l'ai dit, ça s'est confirmé petit à petit. Hein. C'est un nouveau moment dans les poupées russes qui semblent être l'architecture de la matière lorsqu'on l'observe avec des microscopes. Le LHC, ça peut être vu comme un super microscope. Quand on regarde la matière, par exemple le gaz dans cette pièce, on sait que ce gaz qui a des propriétés classiques, la loi des gaz, les lois de Clapeyron, la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, eh bien, lorsque vous regardez de plus près, vous apercevez que ce gaz est fait de molécules, les molécules d'azote, de gaz carbonique, d'oxygène. Ces molécules obéissent à la chimie, si vous voulez, qui est la physique des molécules. Les molécules elles-mêmes sont faites d'atomes. Les atomes, ça obéit à la mécanique quantique. Les atomes eux-mêmes sont faits d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Alors les électrons restent toujours des particules élémentaires, même avec la résolution du LHC. Mais par contre, les noyaux, c'est la physique nucléaire. On sait que les noyaux sont faits de protons et de neutrons. Et les protons et les neutrons qu'on considérait comme élémentaires jusqu'aux années 60, on sait qu'eux-mêmes, alors ils obéissent à ce qu'on appelle la physique hadronique, et ben, ils sont constitués de particules qui aujourd'hui, avec les microscopes les plus puissants, comme le LHC, ils sont faits de quarks, les quarks U et D. Et donc les seuls constituants élémentaires de la matière aujourd'hui, c'est les quarks U, D et électrons. Il y en a d'autres, mais qui sont plus lourds et qui sont instables. Voilà le tableau. Donc voilà les particules de matière, U, D, électrons, qui constituent toute la matière stable. Et puis en plus, vous avez les neutrinos qui sont un peu énigmatiques, et puis des quarks plus lourds et des électrons lourds que sont le muon et le tau. Ça, ce sont les particules de matière qu'on appelle des fermions, spin 1,5, et la théorie quantique des champs relativistes qui décrit ce niveau de la matière, le niveau des quarks et des électrons, c'est la théorie des champs quantiques relativistes. Eh bien, les particules de spin 1,5 ne peuvent pas être mises dans le même état quantique. C'est pour ça qu'on peut parler de matière impénétrable. C'est ça qui fait qu'on a le sentiment de matière impénétrable. Évidemment, ces quarks et ces électrons sont tenus ensemble par des forces. La force qui tient ensemble les quarks, et qui d'ailleurs les confine à l'intérieur des protons, c'est la force dite d'interaction forte qui est véhiculée par les gluons. La force électromagnétique qui maintient ensemble les électrons avec les protons et les neutrons, qui forment les atomes, et qui maintient les protons, qui maintient les électrons avec les noyaux dans les atomes, c'est la force électromagnétique qui est véhiculée par des particules qui sont les photons. Et puis enfin, il y a une force dite faible qui est responsable de la radioactivité bêta et également de la fusion de l'hydrogène dans le Soleil, la fusion thermonucléaire de l'hydrogène dans le Soleil qui est extrêmement lente. Elle est véhiculée cette fois-ci par des particules très massives, 100 fois la masse du proton, que sont les bosons intermédiaires W et Z. Par contre, les gluons et les photons ont une masse nulle.
Le modèle standard, avant l'existence du boson, alors ça c'est des spin 1, ce qu'on appelle des bosons. Spin 1, donc spin entier, on peut les mettre dans le même état, c'est ça qui permet de faire des lasers avec des photons mis dans le même état, alors que les électrons, vous ne pouvez pas les mettre dans le même état et faire des lasers à électrons. Le modèle standard, jusque dans les années 60, on avait reconnu qu'il y avait dans tout ça une très belle symétrie. Alors c'est des mathématiques. Hein. SU3, c'est la symétrie liée aux couleurs des quarks. Ils ont 3 couleurs possibles. SU2, c'est la symétrie qu'on appelle d'isospin, le fait que vous avez le proton et le neutron qui se ressemblent beaucoup, hein, que les quarks vont par deux, U et D, ou bien que l'électron et le neutrino vont ensemble, c'est SU2. Et puis ensuite, une symétrie responsable de la conservation de la charge électrique, une symétrie de jauge, c'est la phase de la fonction d'onde en mécanique quantique, qui est associée à la conservation de la charge électrique. On avait bien vu cette symétrie-là, globale, mais si on regardait cette symétrie comme exacte, eh bien, toutes les particules devaient être de masse nulle. Or, on savait bien que les quarks ont des masses non nulles, les bosons intermédiaires 100 fois la masse du photon, et donc on ne savait pas très bien comment gérer ça. Et c'est en 1964 que Brout, Engler et Higgs ont imaginé qu'il devait y avoir un mécanisme dit de brisure spontanée de symétrie, je vais revenir dessus, associé à une nouvelle particule, cette fois-ci une particule de spin 0, le boson qu'on appelait abusivement le boson de Higgs, on devrait l'appeler le boson de Brout, Engler et Higgs. Mais ça, c'est la dominance des milieux anglo-saxons. Brout, Engler sont belges et Higgs est écossais. Et donc cette particule devait avoir une masse inférieure à 1 TeV, et c'est celle-là qui est responsable du mécanisme de brisure spontanée de symétrie qui permet de donner une masse à toutes les autres particules. La question de savoir si ce boson de Higgs était unique était aussi, dans le modèle standard minimal, il est unique. Ceci dit, en 2015, on a cru en avoir découvert un deuxième, je reviendrai là-dessus, mais cette découverte, malheureusement, ne s'est pas confirmée en 2016. Donc le mécanisme, il est basé sur les propriétés du vide. Alors le vide, vous savez, en physique quantique, c'est un quasi-milieu. C'est-à-dire que c'est le milieu d'énergie minimale. Quand vous enlevez tout, vous enlevez la matière réelle, les photons, les électrons, les quarks, eh bien, il reste des fluctuations quantiques, parce que quand vous regardez pendant un temps delta t très court, vous pouvez avoir des violations d'énergie qui obéissent au principe d'incertitude, delta E, delta t plus grand que h bar. Et donc ces delta E peuvent donner lieu à la création de particules virtuelles qui sont créées, qui s'annihilent aussitôt pendant le temps delta t, qui est permis pour l'émergence de ces paires de particules-antiparticules. Donc le vide est plein de particules virtuelles non détectables, ce qu'on appelle les fluctuations quantiques. C'est l'état d'énergie minimale, ce n'est pas le néant. Le néant, c'est une notion philosophique. C'est l'état d'énergie minimale, qui est un quasi-milieu. Vous avez les gaz, les solides, les liquides. Ben, vous pouvez dire que le vide, c'est aussi un milieu qui a des propriétés. Et le champ de Higgs, par justement cette brisure spontanée de symétrie, qui est d'ailleurs une transition de phase qu'a connue le vide de l'univers après 1 picoseconde, eh bien, le champ de Higgs, à travers ces paires à travers les fluctuations quantiques du champ de Higgs, eh bien, il donne une espèce de viscosité au vide quantique que ressentent les particules, et c'est c'est ça qui est lié à leur masse. Alors c'est un phénomène très analogue au point critique qu'on connaît soit pour la supraconductivité, soit pour le ferromagnétisme. On peut d'ailleurs développer un formalisme qui est très très similaire. En fait, le formalisme du boson de Higgs est hérité de la supraconductivité. Et comme je vous l'ai dit, lié à cette théorie des champs, on savait que la masse devait être inférieure à 1 téraélectronvolt. Donc tout semblait converger vers la découverte de cette nouvelle particule de spin 0, le boson de Higgs. Et donc c'est pour ça que le prix Nobel a été attribué aux 2 survivants, puisque Brout est décédé malheureusement 1 an avant, en 2013, à François Englert ici et Peter Higgs, pour la découverte de ce mécanisme qui a été confirmé par la découverte des particules auprès du CERN, qui est mentionné dans l'intitulé du prix Nobel. Malheureusement, une organisation ne peut pas avoir le prix Nobel, mais ils l'ont quand même mentionné associé à ces 2 noms. Avant que je revienne sur les conséquences, la découverte du boson de Higgs et l'état des choses d'aujourd'hui, je vous montre un peu où on en est dans l'aventure de cette machine. Donc on a démarré en 2010, entre 7 et 8 TeV, donc 3,5 à 4 TeV par faisceau, ce qu'on appelait le Run 1, qui a duré jusqu'en 2012. Là, la machine s'est arrêtée, elle avait accumulé un nombre de collisions qui est donné par ce chiffre-là. C'est une unité un peu barbare, femtobarn-1, mais ça vous donne le nombre de collisions, 30. Mais c'est des milliards de collisions par seconde. Le Run 2 a démarré en 2015,
Il se poursuit en ce moment, il va durer jusqu'à à peu près 2018-2019. On aura accumulé à ce moment-là 100 femtobarn-1. Ensuite, on continuera jusqu'à 2022, on en aura accumulé 300. Ensuite, il y a un programme d'amélioration de l'intensité des faisceaux qui permettra d'arriver à 3000 vers 2035. Et là, on arrêtera le LHC. Mais on commence déjà aujourd'hui à se soucier de la physique qu'il pourrait y avoir et puis de la machine qu'on pourrait construire après le LHC, puisque la décision, il faudrait qu'on la prenne vers 2024 si on veut l'avoir vers 2040. Je vous rappelle que la décision a été prise en 1994 pour le LHC. Et donc le but, c'est soit de trouver des nouvelles particules qui ne rentrent pas dans le tableau que je vous ai décrit, qui serait directement une ouverture au-delà du modèle standard, soit faire des mesures de précision, notamment sur les désintégrations du Higgs, qui permettraient de voir des déviations par rapport au modèle standard, indicatrices d'une physique au-delà de ce nouveau palier de la connaissance qui est le modèle standard. Je vous montre où on en est. Donc, d'abord, je vous avais montré le spectre photon-photon. Ça continue à se confirmer. Je vous le montrerai dans un instant. On a bien confirmé l'autre mode, qui est donc le mode en 2Z. Alors, c'est ZZ star, parce que les Z sont très massifs. Ils ont 90 fois la masse du proton. C'est la queue de distribution de la résonance. Donc, c'est ce pic à 125 GeV. Ici, vous avez le Z que vous voyez ici. Ça, c'est 2Z, c'est le continuum. Et un pic résonant qui est ici à 125 GeV, qui était à peine visible en juillet 2012, mais qui en mars 2013 devenait très, très convaincant. Le voilà pour Atlas et pour CMS. Et puis en 2015, quand on a redémarré à cette thèse, pour ceux qui ont suivi les actualités, on a cru avoir trouvé une réplique du boson de Higgs. Là, je vous montre le spectre gamma-gamma de nouveau, mais cette fois-ci en démarrant à 200 GeV, donc on ne voit pas le 125 qui est par ici. Mais là, de nouveau, il y a un petit pic. Les gens se sont dit, est-ce qu'on n'est pas retrouvé un nouveau boson de Higgs, non prévu par la théorie. Lorsqu'on regardait ça, donc ce petit pic, et lorsqu'on soustrayait le fond, il y avait un petit accès. Ça, c'était à la fin 2015. Depuis, on a accumulé 4 ou 5 fois plus de statistiques en 2015, et le résultat récent, qui a été relâché à l'été de 2016, c'est que ce pic s'est évanoui, et donc c'était une fluctuation. Là, on avait affaire à une fluctuation statistique. Mais en fait, les analystes statistiques disaient que là, on n'était pas dans le niveau de 1 chance sur 1 million ou 1 milliard, on était dans le niveau de 1 chance sur 10. Et donc, 1 chance sur 10, c'est donc une malchance sur 10 que ce soit une fluctuation, et malheureusement, c'était bien une fluctuation. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'indication de physique au-delà du modèle standard. En 2035, on pourra regarder un tas de rapports de branchement de désintégration du boson de Higgs, et la prédiction, c'est que le plus lourd est le produit de désintégration, plus le couplage est grand. Donc le Higgs doit se désintégrer en mu avec cette constante de couplage, c'est un peu abstrait. Il doit se désintégrer en tau, qui était le lepton plus lourd, et puis en ZZ et en top, qui sont les quarks les plus lourds. Et donc on doit avoir une relation parfaitement linéaire. Pour l'instant, on a bien une relation linéaire, mais avec des barres d'erreur qui sont énormes. Et donc ce sont ces barres d'erreur qu'on va affiner pour voir si le boson de Higgs est vraiment la source de la masse. C'est cette linéarité du couplage par rapport à la masse qui est la signature que le boson de Higgs donne la masse aux particules. Quel est l'enjeu pour la cosmologie ? Je vous ai dit qu'on reproduisait un petit peu, le LHC, c'est une machine à remonter le temps, puisqu'on reproduit un peu la température de l'univers lorsqu'il était une soupe de particules qui s'entrecollisionnaient avec des énergies comparables au LHC. Alors pourquoi c'était comme ça? L'univers était-il si chaud et une soupe de particules? C'est parce qu'on sait, on observe aujourd'hui que l'espace de l'univers s'étend. Toutes les galaxies se fuient les unes les autres. Un observateur, si vous voulez, est à l'intersection de ce quadrillage. Il est en chute libre, son temps propre, c'est son histoire qui colle à celle de l'univers. Et donc, à partir de cette observation et à partir des lois qu'on connaît de la physique, on peut remonter le temps en arrière. Et lorsqu'on voit loin, d'ailleurs on peut le remonter aussi, pas simplement par les lois de physique, mais en regardant loin dans l'univers, on voit l'univers tel qu'il était il y a longtemps. Donc non seulement il y a les lois de la physique pour remonter l'état de l'univers, mais en plus il y a l'observation qui permet de voir l'univers tel qu'il était il y a longtemps. Par exemple, lorsque vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes, puisque la lumière met 8 minutes pour arriver du Soleil jusqu'à nous. Lorsque vous regardez le centre de notre galaxie, vous voyez le centre de notre galaxie tel qu'il était il y a 10 000 ans. Et lorsque vous regardez des galaxies qui sont à des milliers, voire des milliards d'années-lumière, eh bien vous voyez l'univers tel qu'il était il y a des milliers ou des milliards d'années. Et dans le passé, donc l'univers était plus dense, puisque tout se fuit les uns les autres, tout se rapproche lorsqu'on remonte l'histoire. Et plus dense, c'est un peu comme les gaz.
tout était plus chaud. Et donc les structures étaient tellement denses et chaudes qu'elles étaient finalement décomposées. Et il y a très longtemps, 13,7 milliards d'années, on pense que l'univers était une soupe de particules en collision. Et ce sont un peu ces collisions que l'on reproduit par des collisions proton-proton ou par des collisions plomb-plomb. Et on arrive à reproduire l'univers lorsqu'il était une soupe d'atomes en formation. Donc des protons et des électrons qui se combinent pour devenir des atomes. Eh bien, cette soupe, c'est le moment où avant, l'univers était un plasma, des protons et des électrons indépendants, et donc opaque à la lumière. Lorsque l'univers devient une soupe d'atomes, les atomes, c'est électriquement neutre, et la lumière peut voyager pendant des milliards d'années, et donc on peut voir la lumière, on peut voir le rayonnement de lumière lorsque les atomes d'hydrogène se sont formés, lorsque l'univers était une soupe d'atomes. Et voilà cette image qui a été vue récemment par Planck, le satellite Planck, qui est l'image la plus précise de l'univers lorsqu'il est devenu une soupe d'atomes d'hydrogène essentiellement. Et sur cette image, on voit d'abord quelque chose qui est très très uniforme. Hein. Ça, c'est une carte de température. Et les différences de température, c'est de l'ordre d'une dizaine de millionièmes, quelque part pour 100 000. Donc extrêmement uniforme. Néanmoins, on voit un univers homogène, isotrope, mais avec des structures quand même, des grumeaux. Et on pense que ces grumeaux nous apportent deux informations. D'une part, on pense que c'est à partir de ces grumeaux que par la gravitation, les grumeaux, les écarts de densité vont augmenter jusqu'à donner les galaxies, les premières structures, et les amas de galaxies, les grandes structures. Et donc toute la structuration de l'univers vient de ces grumeaux. Et on pense que ces grumeaux trouvent leur source dans les fameuses fluctuations quantiques du vide. C'est-à-dire qu'on est parti de fluctuations quantiques du vide qui se sont transformées en une soupe de particules. Et c'est ça maintenant le paradigme de l'histoire de l'univers que je vous écris ici. On part donc de fluctuations quantiques du vide. Il y a 13,7... Tout l'univers observable aujourd'hui, hein, on peut voir jusqu'à 13,7 milliards d'années, tout l'univers observable était un point, ramassé en un point, jaillissant de fluctuations quantiques du vide, donc une fluctuation d'énergie. Cette énergie, au bout d'un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de secondes, s'est transformée en une soupe de particules indifférenciées, toutes de masse nulle. Cette soupe s'est refroidie, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Elle s'est refroidie pour qu'à un certain moment, après une picoseconde, eh bien, la température devient inférieure à 100 milliards d'électronvolts. Et donc c'est là où intervient le mécanisme de Brute-Angler et Higgs, dans lequel les particules deviennent massives. On peut dire que c'est à ce moment-là que la masse vint aux particules et que la lumière fut, puisque avant les photons étaient mélangés avec d'autres particules. La lumière n'existait pas, toutes les particules étaient de masse nulle. C'est là que la lumière se différencie, après une picoseconde. Ensuite, donc, on a une soupe de quarks, d'électrons et de photons qui continuent à se refroidir. Après quelques microsecondes, les quarks se combinent entre eux pour devenir des protons et des neutrons. Avant, on avait un plasma de quarks et de gluons. C'est ce plasma que l'on reconstitue au LHC lorsqu'on fait des collisions plomb-plomb. Et dans le volume que constituent les 400 protons et neutrons qui sont entrés en collision, eh bien, les quarks et les gluons se baladent librement. C'est en se refroidissant qu'ils deviennent des protons et des neutrons. Après les 3 premières minutes, ce sont les noyaux qui vont se constituer, les noyaux légers, de lithium, d'hélium 3, hélium 4, deutérium. Et après environ 370 000 ans, et bien 400 000 ans ici marqués, ce sont les premiers atomes d'hydrogène qui se forment. Ensuite, donc, on a une soupe d'atomes. La gravité joue son œuvre, on est ce qu'on appelle les âges sombres, et on va avoir la fabrication des premières étoiles, qui vont d'ailleurs éventuellement rayoniser l'hydrogène. C'est une question qui est toujours posée. Et les premières galaxies. Et puis ensuite, pendant des milliards d'années, l'évolution, la structuration de plus en plus sophistiquée avec les planètes, la chimie, l'émergence de la vie, etc. Donc voilà le nouveau paradigme du modèle de l'univers qui trouve sa source dans cette théorie des particules élémentaires. On pourrait croire qu'on a tout expliqué. En fait, non. Donc là, je vous remontre l'expansion de l'univers à partir de cette explosion, mais cette fois-ci de manière verticale. De manière paradoxale, au début, donc, vous avez une inflation exponentielle, ensuite un ralentissement de l'expansion, et puis de nouveau maintenant une expansion qui a l'air de s'accélérer. C'était montré dans l'image précédente aussi. Hein.
Et cette accélération de l'expansion, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique, et on ne sait pas très bien à quoi c'est dû, peut-être à l'énergie du vide d'aujourd'hui. Les grandes questions qu'on a, c'est d'abord pourquoi c'est 125 GeV, la masse du boson de Higgs, et ce n'est pas une autre échelle. Deuxième question, lorsqu'on regarde la dynamique des galaxies, comment elles tournent les unes par rapport aux autres, ou comment les étoiles tournent dans les galaxies, on s'aperçoit que la matière que l'on connaît, celle faite de quarks et d'électrons, des atomes qu'on connaît, les atomes dont on est fait, ceux de la table de Mendeleïev, eh bien, ça ne suffit pas pour rendre compte de la force de gravitation. On est obligé d'imaginer qu'il y a une matière sombre qui pèse gravitationnellement environ 5 fois plus que la matière ordinaire et qui est présente dans les halos des galaxies et entre les galaxies. Et ce qu'on appelle la matière sombre, elle est peut-être faite de particules élémentaires. On essaie de les trouver au LHC ou bien de la trouver autour de nous, puisque toute notre galaxie baigne dans ce halo de matière sombre. Il y a des expériences au tunnel du Fréjus pour essayer de voir s'il n'y a pas des particules qui traversent la montagne et viennent faire des collisions dans les détecteurs. Qu'est-ce que c'est que l'énergie sombre? Peut-être l'énergie du vide. Où est passée l'antimatière? Puisqu'en principe, il y a une symétrie parfaite entre matière et antimatière. Il semble que l'antimatière est disparue. Les neutrinos dont je n'ai pas eu le temps de vous parler. La gravité quantique, qui n'est toujours pas unifiée. Je vous ai parlé des trois forces, mais je ne vous ai pas parlé de la gravité, parce qu'on ne sait pas la traiter par la théorie quantique des champs relativistes. Et enfin, dans tout ça, quelle est la part du hasard, de la nécessité, éventuellement de l'émergence, puisqu'on se demande si on est né d'une fluctuation quantique du vide, notre univers observable, peut-être qu'il y a eu des fluctuations quantiques du vide ailleurs, avant, et qu'il y en a eu après. Pour faire ce métier, encore une fois, il faut avoir beaucoup de passion. Vous voyez l'expression des jeunes lors des premières collisions en 2010. Beaucoup de mathématiques, la théorie quantique des champs, tout le modèle standard s'exprime en une seule formule qui est décrite ici. Tous les métiers sont sollicités. Il faut de la cryogénie, faire des aimants, de la mécanique, de l'électrotechnique, de la cryogénie, je vous l'ai dit. Il faut, donc vous voyez ici un effort collaboratif de tous les métiers pour arriver à réaliser ces grands détecteurs. Donc ça, c'est encore le détecteur Atlas en train de se remplir à travers des composantes construites dans le monde entier. Vous voyez ici pour le détecteur CMS les différentes composantes. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un peu en parallèle. Chacun a contribué à cette vision augmentée. Et puis pour le calcul, mettre en réseau les calculateurs du monde entier pour traiter ce milliard de collisions par seconde, en sachant que chaque détecteur, c'est 10 millions de pixels. Fameux grille de calcul. D'ailleurs, le mode sur lequel on traite ces données ressemble à ce mode collaboratif dont je vous ai parlé, à savoir qu'on fait ça, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la grille, c'est un peu comme grid, c'est un réseau. Vous avez le centre de la toile d'araignée, c'est le CERN, qui coordonne tout ce réseau d'ordinateurs. Ensuite, vous avez les grands laboratoires nationaux qui ont des centres de calcul. Donc, il y en a une dizaine autour du CERN. Le centre de calcul de l'INEP3 à Lyon pour la France. Vous en avez un pour les États-Unis, un pour le Japon, un pour la Russie, etc. Ensuite, vous avez les universités qui représentent ce qu'on appelle les nœuds de niveau 2, ça c'était les nœuds de niveau 1, les nœuds de niveau 2. Et puis enfin, vous avez les ordinateurs personnels qui sont les nœuds de niveau 3. Et ce type d'organisation, à mon avis, c'est celle-là qu'il faudrait utiliser un peu aussi pour les biens publics mondiaux. Et là, je vais vous montrer encore quelques planches sur les biens publics mondiaux et en quoi ce modèle pourrait éventuellement servir d'inspiration. Qu'est-ce qu'on appelle bien public mondial? Il y en a de trois sortes. Il y a les biens publics mondiaux à préserver, comme l'air, l'ozone, le climat, l'eau, la biodiversité, les ressources. Donc ça, c'est un risque de surutilisation. Il y a les biens liés au patrimoine créé par l'homme à augmenter, donc la connaissance. Je vous ai dit que cette aventure, c'était pour augmenter la connaissance. Internet, l'accès à Internet pour tous, l'éducation, la santé. Donc ça, c'est une sous-utilisation. Il y a les biens créés par une politique mondiale qui sont en sous-production, la paix, la lutte contre la pauvreté, la stabilité financière. L'ONU est le lieu naturel pour coordonner toutes les organisations internationales, puisqu'elles dépendent tous d'une manière ou d'une autre de l'ONU. Le CERN est observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc l'ONU est cet embryon de gouvernance mondiale qui est en charge de ces biens publics mondiaux. On a des organisations mondiales de la météo, de la santé, de l'éducation. Ceci dit, la notion de bien public mondial tente à être remplacée par les notions de développement durable
et de défis mondiaux et de mécanismes de facilitation de transfert, parce que les pays en émergence avaient l'impression qu'on utilisait le bien public mondial pour les empêcher d'accéder à ces biens publics mondiaux. Donc on modifie un petit peu la terminologie. Donc encore une fois, un modèle d'organisation pour un bien public mondial inspiré de celui du CERN, notamment pour la grille de calcul, qu'on appelle World LHC Computing Grid. Donc au centre, une organisation internationale avec une convention internationale signée par les États, un conseil dans lequel il y a tous les États membres, éventuellement pour d'autres biens publics mondiaux, il pourrait y avoir des multinationales et des ONG, un exécutif, du personnel mutualisant des moyens sur un site ou des sites, donc c'est ce qu'on appelle les tiers zéro, les niveaux zéro, les centres de niveau zéro, et un savoir-faire pour un but public mondial, bien public mondial, dont elle est le pilote. Ensuite, un premier nœud de centres nationaux, qui sont en liaison avec leurs partenaires industriels et leurs associations, participant à l'aventure collaborative mondiale par mise en commun partielle de moyens pour le but commun de l'organisation internationale, des universités, des entreprises, des associations pour les nœuds de niveau 2, des citoyens pour les nœuds de niveau 3, connectés aux nœuds de niveau 1 et nœuds de niveau 0, qui participent aussi à l'aventure mondiale collaborative, auto-organisée, idéal commun, constitution. On a une constitution pour chacune de ces grandes expériences, dotée d'une hiérarchie plate, dont je vous ai parlé, favorisant le brassage, l'émulation et la reconnaissance par les pairs. L'aventure mondiale, participation soumise à des règles d'acceptation et coordonnée par l'organisation internationale, elle beaucoup plus structurée, elle implique science, technologie, innovation, éducation. Un mélange de collaboration et d'émulation, ce qu'on appelle la compétition, CERN, sans secret, transparence et en mode innovation ouverte. Une stratégie partagée sur le long terme, remise à jour régulièrement, pensée globale, agir local, penser à long terme, agir à court terme, et un mélange de bottom-up et de top-down. Un code de conduite partagé par tous pour marier liberté et responsabilité. C'est le code que vous signez pour accéder aux données du CERN ou pour venir au CERN. C'est le code qu'on signe d'ailleurs aussi pour entrer à la Société française de physique. Intégrité, agir avec éthique, en toute honnêteté intellectuelle et en étant responsable de ses actes. Engagement, faire preuve d'une grande motivation. Professionnalisme, créativité couplée à l'excellence. Diversité, apprécier les différences, promouvoir l'égalité et favoriser la collaboration. Et donc, basé là-dessus, moi j'ai organisé une rencontre entre le CERN et l'ONU, où il y avait des diplomates, des industriels, où on a parlé du modèle du CERN, les Nations Unies et les biens publics mondiaux, qui a eu lieu le 2 novembre 2015. J'ai organisé aussi une autre rencontre au Vietnam, qui a été soutenue par l'UNESCO, le CERN, l'Institut Solvay et le gouvernement vietnamien, pour parler de ce modèle et de l'avancée des connaissances qui pourraient servir pour d'autres biens publics mondiaux. Et je termine avec cette dernière planche, j'espère que je n'ai pas été trop long, pardon. Le CERN et le LHC, un modèle pour la société, basé sur un rationalisme collectif et des valeurs communes, rassemblant par-delà les différences religieuses ou citoyenneté. Le LHC, la plus grande aventure scientifique mondialisée, il correspond à une quête de l'humanité, une part d'infini qui est en nous. Cette aventure pourrait servir de modèle à bien d'autres tournées vers les grands défis mondiaux, mélange d'organisation mondiale couplée à une communauté mise en réseau, public-privé collaboratif, stratégie mondiale couplée aux initiatives locales, toutes les échelles de temps sont conjuguées, collaboration et émulation qui donnent ce concept de compétition. Et bien entendu, derrière, c'est quand même un idéal, donc je réponds en disant, quand on dit que c'est un peu idéaliste, il faut réaliser l'impossible pour réaliser le possible. Il faut rêver l'impossible pour réaliser le possible. Merci. Voilà, je vais pouvoir prendre les questions de ceux qui souhaitent en poser à Michel Spiro après cet exposé. Bruno. Oui, bonjour, merci monsieur pour votre exposé. J'aurais déjà une première question. On se rend compte à l'impact un peu de cette aventure. Il y a plein de choses qui sont apparues, en particulier le calcul, je ne sais pas comment l'appeler, décolarisé, délocalisé, parallèle, le web. On se rend compte qu'il y a des choses non prévues qui ne sont pas de la physique nucléaire à l'origine, et pourtant qui ont eu un impact sur la société. Donc on est arrivé à se rendre compte
ouais, c'est quand même important d'avoir des enjeux mondiaux. Mais d'un autre côté, on se rend compte aussi, et là, à la fin, avec vos derniers transparents, sont très intéressants. On l'a fait pour la physique nucléaire, donc l'infiniment petit, la cosmologie, ça a l'air d'être mondial. Et on a un peu oublié, enfin, quand je vois ça, l'unité mondiale, on pense tout de suite aux enjeux de santé, des virus, des pandémies, des choses comme ça, de certains virus dont on parle maintenant. On voit bien quand Ebola est revenu, il a fallu certaines choses pour que tout le monde s'y mette. Et comme par hasard, entre guillemets, les laboratoires pharmaceutiques travaillent dessus et que des gens s'en sortent. Et ouais, le rêve, ça serait sans doute... la vision, la philosophie est grandiose. Si on pouvait l'appliquer à la santé planétaire, ça serait merveilleux, sans doute. Si toutes les forces étaient cumulées pour là-dessus, vous pensez qu'au niveau de la santé, les enjeux sont trop forts, financiers, des laboratoires, ou un jour on peut tendre vers ça? Merci de votre commentaire. Je crois qu'effectivement, la santé, c'est un bon exemple. Pour le sida, par exemple, ce modèle aurait pu être, à mon avis, beaucoup plus inventif que le modèle basé sur les laboratoires pharmaceutiques qui protègent leurs avancées de manière privative. Je pense que lorsque l'enjeu de santé est un enjeu mondial, c'est ce modèle-là qui serait certainement beaucoup plus rapide et plus innovatif que le modèle privatif. Et ça, l'OCDE l'a très bien dit dans son rapport. Et il y a aussi quelque chose qui est très étonnant, je ne sais pas si vous connaissez ces films-là, mais non seulement vous faites, alors, quand on voit la taille des instruments, ça nous fait penser, dans ma génération, aux films de Star Trek, ça c'est sûr, mais même la philosophie. Parce que dans les films de Star Trek, la philosophie, il y a un ordre mondial. La monnaie n'existe plus, et justement... tout est pour le développement de l'homme dans l'espace et des choses comme ça. C'est assez intéressant de corréler à quelque chose de science-fiction. Les premiers films ont dû sortir lors de la construction. C'est très étonnant. Non, mais Star Trek est très bien considéré à la Société française de physique, puisqu'on s'en sert pour faire des conférences et parler de physique. Daniel Suchet est notamment un porte-parole pour ça. Je reviens sur le côté collaboratif, effectivement, de cette aventure. Maintenant, ça résonne bien, enfin, ce que vous avez dit résonne bien avec ce que j'ai dit, et ça résonne de plus en plus dans la société parce que l'économie collaborative, on apprécie de plus en plus sa capacité pour être un moteur pour des innovations et pour le futur de l'économie en général. Et donc, le modèle du CERN peut avoir un intérêt pour essayer de présenter une organisation de cette économie collaborative. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez-y, n'importe Oui. quelle. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Oui, dans notre milieu, on est confronté à tous les problèmes liés aux publications des résultats, aux interactions avec les éditeurs, au fait qu'on doit faire le travail pour réaliser les travaux, obtenir des financements pour réaliser les travaux, publier nos résultats, référer les travaux des autres, et finalement se retrouver à payer soit pour publier nos résultats, soit pour avoir accès aux résultats des autres. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez fait pour négocier avec les éditeurs pour pouvoir partager, donner accès à vos résultats. Le principe, ça a été de renverser le schéma, c'est-à-dire qu'au lieu que les éditeurs soient payés par les universités, par les lecteurs, c'est en mettant ensemble toutes les agences du monde entier qui financent la physique des particules, et donc à travers le CERN, qu'on a pu négocier avec les éditeurs le fait qu'ils font leur travail de référie. Ils nomment des référies, ils éditent, ils aident à faire un papier meilleur, mais à la fin, le papier est complètement disponible de manière gratuite. C'est le modèle d'open access, open access publishing, publié en open access. Et on poursuit ce travail-là maintenant. Vous savez peut-être pas, mais la Société française de physique est actionnaire à 80% des éditions de physique. Et donc on essaye d'encourager les éditions de physique d'aller vers ce mode d'open access. Et on essaye de promouvoir des modes encore plus innovants que ce que je viens de dire. Là, j'ai parlé simplement d'un modèle économique renversé, mais on voudrait aller plus loin que ça. On voudrait que le travail de référie soit transparent, c'est-à-dire que l'article sort sur tel qu'il est, l'éditeur demande à des référies de faire leur travail
Ils publient leur travail de référé, qui est une action constructive par rapport au sujet. Les auteurs eux-mêmes peuvent se servir du travail des référés pour améliorer leur papier. Après un certain temps, on peut même ouvrir ça à la communauté dans son ensemble pour enrichir le papier. Et au bout d'un certain temps, il y a un modérateur, qui est l'éditeur, doit considérer que le travail était terminé, mais il y aura eu un côté collaboratif de construction de l'édition du papier. Ce n'est pas facile à faire parce que c'est contre les normes des jurys d'évaluation que vous avez mentionné, notamment l'évaluation des chercheurs. Donc on commence à faire ça avec les jeunes, et notamment avec le tournoi mondial de physique qui existe au niveau des licences, où sur un sujet donné, des équipes apportent leur contribution, et donc on va éditer leur travail et l'éditer de manière collaborative et dynamique. Et ce modèle pourra peut-être servir à faire évoluer la publication de la science de manière collaborative et constructive. Bien sûr, ça veut dire qu'après, l'évaluation ne peut plus être faite par les indices H, machin comme ça. Il faut le faire par les pairs, par une évaluation plus qualitative, sur laquelle on se bat aussi à la Société française de physique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Oui, Bruno, encore? Oui. C'est quand même, il y a aussi quelque chose qui est très impressionnant, c'est quand on voit jusqu'où vous, les théoriciens, vous remontez en temporel, plus de 13 milliards d'années, et qu'il vous reste pas grand-chose, ce mur opaque, comme vous dites. On a du mal à imaginer, après un succès du modèle standard, votre théorie quantique des champs, enfin on imagine mal qu'il va s'effondrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre modèle a l'air super bon quand même. Alors, je l'ai dit au début, c'est effectivement au même moment où on a découvert peu de temps, on est 2 ans après la découverte du boson de Higgs, 4 ans après la découverte du boson de Higgs, donc la consolidation de ce nouveau palier de la connaissance. Maintenant, il y a une sorte d'angoisse qui prend les chercheurs en se demandant est-ce qu'on pourra arriver à percer les grandes questions qui sont au-delà du modèle standard. Est-ce qu'on n'est pas arrivé sur un palier qui est difficilement approchable, dépassable par les installations qu'on a. Et c'est vrai que dans les projets qu'on a au-delà du LHC, donc il faudrait faire une machine de 100 km de circonférence, ça paraît que ça commence à paraître un petit peu difficile à réaliser. Et si on veut vraiment gagner un ordre de grandeur par rapport aux températures, par rapport aux énergies que l'on atteint, il faut avoir une innovation technologique majeure pour remplacer les techniques d'accélération par des nouvelles. Et il semble qu'il pointe des nouvelles techniques d'accélération qui sont par les plasmas eux-mêmes, ce qu'on appelle l'interaction laser-plasma. Mais combien de temps ça va mettre, on ne sait pas très bien. Donc on est un peu à la croisée des chemins pour la suite de cette discipline. D'autres questions? Non, sinon on va remercier de nouveau notre invité, Michel Spiro. Merci beaucoup.